Intelligence artificielle. Peu de termes scientifiques ont autant capturé l'imaginaire collectif tout en restant si mal définis. Il évoque à la fois notre plus grande ambition technologique et notre plus profonde angoisse existentielle. En 1950, dans Computing Machinery and Intelligence, Alan Turing propose le jeu de l'imitation. Il prédit que la réflexion humaine est représentable mathématiquement, que son penchant artificiel arrivera un jour, et qu'une façon de vérifier qu'un système est intelligent est de dialoguer en aveugle avec lui ou un humain. Si au bout d'un certain temps on ne sait pas si on a parlé avec l'humain ou la machine, le test est passé. Vous devez déjà voir ici l'énorme influence sur la pop culture, notamment par exemple le film Chappie ou Ex Machina, où on perçoit l'IA comme un ersatz d'être humain vraiment très anthropomorphe. Mais l'histoire formelle commence 6 ans plus tard, à l'été 1956. Un groupe de chercheurs propose le Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence. Leur postulat, d'une audace folle pour l'époque, est que chaque aspect de l'apprentissage ou de toute autre caractéristique de l'intelligence peut en principe être si précisément décrit qu'une machine peut être conçue pour le simuler. L'ambition est posée. Pourtant, dès cet instant, une ambiguïté fondamentale s'installe. Le terme IA va désigner deux choses très différentes. D'un côté, le projet ultime, l'intelligence artificielle générale, ou AGI, une conscience de silicium dotée de toutes les capacités cognitives humaines. Depuis, le terme a évolué. De l'autre, la réalité technique, une collection d'outils heurtés à la praticité et à la réalité technique, l'intelligence artificielle restreinte, ou ANI, conçue pour exceller dans des tâches spécifiques, un objectif beaucoup plus humble. Cette vidéo n'a pas pour but de prédire l'avènement de l'AGI, ni de la définir vraiment. Derrière ce titre, pour surfer sur la hype Luc Julia, son objectif est d'analyser un phénomène plus subtil mais essentiel. Comment la définition technique de l'IA n'a cessé de glisser au fil des décennies. En réalité, on nomme intelligence ce qui nous impressionne, on l'anthropomorphise comme cette chose unique à l'humain. Et dès qu'on s'en lasse, ou qu'on s'y habitue, la fascination meurt, on le banalise, ça cesse de nous paraître intelligent, et donc ça n'est plus appelé IA. Vous entendrez peu de chercheurs ou ingénieurs parler entre eux par les IA. Parce que ce terme ne veut rien dire, c'est un fantasme futuriste, un horizon qui se déplace au fur et à mesure qu'on avance. Rodney Brooks nous dit « Chaque fois que nous comprenons un aspect, cela cesse d'être magique. Nous disons « Finalement, ce n'est que du calcul. » Pamela McCorduck le formule ainsi « C'est une partie de l'histoire du domaine de l'intelligence artificielle que chaque fois que quelqu'un découvrait comment faire quelque chose en ordinateur, jouer aux dames, résoudre des problèmes simples mais relativement informels, il y avait un chœur de critiques disant « Ce n'est pas vraiment de la pensée. » En fait, le théorème de Tesler nous le résume encore plus simplement. L'IA, c'est ce qui n'a pas encore été fait. Alors la première chose qu'on a appelée IA des années 50 aux années 80 est dominée par le paradigme symbolique. L'idée fondatrice est l'hypothèse des systèmes de symboles physiques, formulée par Allen Newell et Herbert Simon. En clair, l'intelligence n'est rien d'autre que la manipulation de symboles, de concepts, selon des règles. La pensée est un calcul logique. Cette vision, directement héritée de la philosophie rationaliste et de la logique formelle, a guidé toute une génération de chercheurs. Leur but, construire des systèmes qui raisonnent logiquement. L'application la plus célèbre de cette approche fut le système expert. Le système Missing, par exemple, développé à Stanford dans les années 70, en est l'archétype. Il contenait entre 450 et 600 règles, écrites sous la forme si, symptômes et contexte, alors diagnostic probable. En dialoguant avec un médecin, Missing pouvait recommander un traitement pour des infections sanguines avec une compétence parfois supérieure à celle des internes. C'était une IA lisible, une boîte blanche. On pouvait tracer chaque étape de son raisonnement logique. En partant d'observations, on utilisait des algorithmes de recherche de chemin puissants pour trouver comment chaîner les règles pour arriver à la conclusion intéressante, exactement comme dans un labyrinthe. Ces algorithmes ont d'ailleurs beaucoup en commun.
Et formulé comme ça, il n'y a finalement que peu de différence entre chercher une suite de règles pour résoudre un problème de circuitage électronique ou trouver une route menant de Marseille à Paris, une simple recherche de chemin. L'IA, donc, à cette époque, c'est principalement trois choses. Être capable de gérer une base de règles logiques, de trouver leurs contradictions et de les maintenir. Trouver des algorithmes allant des observations aux conclusions utiles le plus rapidement possible. Et finalement, trouver des experts dans chaque domaine pour écrire ces règles. C'était ça l'IA à l'époque, une intelligence propre, déterministe, explicable, logique, basée sur des règles. Un artisanat logique qui visait à reproduire la rationalité humaine, le cheminement inductif et déductif. Cette phase de l'IA a donné naissance à plusieurs systèmes, plusieurs algorithmes, notamment de recherche, qui, quand ils étaient fonctionnels, ont été immédiatement retirés du champ de l'IA pour atterrir en champ de recherche dans leur domaine d'application propre. Mycene, pourtant fer de lance du symbolisme, n'a quand même pas tenu assez fort pour être déployé cliniquement. L'optimisme était immense, mais peut-être trop. Parce que l'histoire de l'IA, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Elle est ponctuée de cycles de hype suivis de crash, que l'on nomme les hivers de l'IA, AI Winters. La fin des années 60 et le début des années 70 voient les premières fissures. Les promesses se heurtent à des murs. Le premier est celui de la traduction automatique. Malgré les financements massifs, les systèmes peinent à dépasser la traduction mot à mot, incapables de gérer la syntaxe complexe et l'ambiguïté sémantique. Imaginez devoir écrire des règles à appliquer bêtement pour traduire l'anglais en français. Même en étant un expert, ce formalisme est très difficile à mettre en place et probablement tout juste impossible. Les problèmes réels ne peuvent pas se résumer à de simples règles. Alors, en 1966, le rapport ALPAC du gouvernement américain conclut à un échec et coupe les financements. Coup dur. Le deuxième mur est celui de la complexité. Les méthodes qui fonctionnaient sur des micro-mondes simplifiés, comme le monde des blocs de SHRDLU, un projet visant à pouvoir discuter avec un robot dans une simulation pour lui donner des ordres, se révélaient finalement incapables de passer à l'échelle du monde réel. C'est le problème de l'explosion combinatoire. Le monde réel est complexe, donc il faut plus de règles. Donc de la recherche de chemins encore plus puissantes, éviter des contradictions, être toujours plus fin et plus précis. Au Royaume-Uni, le mathématicien James Lighthill publie en 1973 un rapport dévastateur, arguant que l'IA ne pourra jamais résoudre de problèmes complexes du monde réel. Les financements britanniques sont gelés, le premier AI Winter commence. Le domaine renaît néanmoins dans les années 80, quelques années plus tard, avec le boom commercial des systèmes experts. La technologie est quand même arrivée, on a appris de ses forces et de ses faiblesses, on arrive donc mieux à créer quelques produits à succès. Mais une deuxième vague de froid s'annonce, ces systèmes sont fragiles et en dehors de leur domaine très strict, ils restent inutiles. Leur maintenance est un cauchemar et extraire la connaissance des experts humains pour la coder en règle s'avère être un goulot d'étranglement majeur. Le marché s'effondre à la fin de la décennie, les machines Lisp dédiées à l'IA et très coûteuses sont balayées par des stations de travail plus généralistes, moins chères. C'est le second AI Winter. La discipline devient presque un sujet tabou dans les demandes de financement. Bref, l'IA, ce n'est définitivement pas non plus les systèmes experts. Sortant des décombres du second hiver, une approche différente prend son essor dans les années 90 et 2000. Le machine learning, ou apprentissage automatique. Le changement de philosophie est majeur. Au lieu de coder manuellement les règles du raisonnement, on conçoit des algorithmes qui apprennent ces règles eux-mêmes, à partir d'exemples. Apprendre par soi-même, voilà véritablement ce qu'est l'intelligence. Non ? Et donc, le ML devient l'IA et l'IA devient le ML. La clé de cette ère est l'ingénierie des caractéristiques ou feature engineering. L'expert humain ne code plus les règles de décision, mais il sélectionne et prépare minutieusement les données pertinentes, les features, qui seront fournies en entrée à l'algorithme. Un exemple emblématique est l'arbre de décision et ses évolutions comme les forêts aléatoires ou random forests.
Un arbre de décision apprend une série de questions simples à partir des données qui permettent de segmenter les données de plus en plus efficacement pour aboutir à une prédiction la plus en plus juste. C'est un modèle encore assez interprétable, une sorte de pont entre l'IA symbolique et les approches statistiques. On peut analyser un arbre de décision ou des random forests en regardant à chaque nœud quelles questions il pose aux données et comment il les trie. Mais l'exemple le plus spectaculaire de cette période est sans doute l'algorithme de Viola-Jones, publié en 2001. Il a permis pour la première fois la détection de visages en temps réel sur des processeurs peu puissants, ce qui a mené à sa généralisation dans les appareils photo numériques. Son intelligence ne vient pas d'une compréhension de ce qu'est un visage, mais d'une méthode beaucoup plus modeste, statistique, mais extrêmement efficace. Il utilise des caractéristiques très simples, les hard features, qui sont essentiellement des rectangles noirs et blancs pour exprimer un contraste. L'algorithme apprend quelles combinaisons de contrastes sont les plus discriminantes. Le nez est plus sombre que les joues, puisque le nez est sur le côté, les joues sont exposées à la lumière. Le front, exposé à la lumière, est plus clair que les yeux, qui sont dans les retranchements du visage. Il les organise ensuite dans une cascade de classifieurs qui élimine très rapidement les zones de l'image ne correspondant pas à ces contraintes et donc ne contenant pas de visage. L'approche est pragmatique. Elle abandonne le rêve de l'AGI pour résoudre des problèmes concrets avec une efficacité mesurable. Elle n'est ni purement symbolique, ni encore du deep learning. C'est une ère intermédiaire, une boîte grise, où l'expertise humaine est cruciale pour extraire les bonnes features, mais où la machine apprend seule à combiner ces informations. Pendant un temps, c'est ça, la frontière. On intègre le ML dans des algorithmes de recommandation d'à peu près tout, mais ce qui est sûr maintenant, c'est que ça non plus, ce n'est définitivement pas de l'IA. L'ingénierie des caractéristiques, feature engineering, si centrale dans le machine learning classique, restait un processus long et complexe et qui a montré ses limites. La question suivante était alors, est-ce que la machine pourrait-elle aussi apprendre à extraire ces caractéristiques ? La réponse est venue du connexionnisme et du deep learning. L'idée connexionniste, inspirée du cerveau biologique, est que l'intelligence n'est pas le fruit de règles logiques, mais l'émergence de l'interaction de milliards d'unités simples, les neurones. Plutôt que de programmer l'intelligence, on fait apprendre à partir de la donnée des représentations mathématiques inspirées du neurone qu'on appelle perceptron. Déjà théorisé par McCulloch et Pitts en 1943, le perceptron avait quand même contribué en 1963 au premier hiver. Mais maintenant, au lieu d'en utiliser un seul, on va en mettre plein en série et en parallèle pour faire des réseaux de neurones dits profonds. Pendant des décennies, cette approche est restée marginale, limitée par le manque de données et de puissance de calcul. Mais au début du XXIe siècle, 3 facteurs convergent pour tout changer. D'abord, l'explosion d'Internet crée des ensembles de données gigantesques, comme ImageNet, qui contient 1 million d'images, gigantesques à l'époque. Deuxièmement, les chercheurs réalisent que les GPU, les processeurs graphiques conçus pour les jeux vidéo, sont extrêmement efficaces pour les calculs matriciels au cœur des réseaux de neurones. Troisièmement, des améliorations algorithmiques cruciales permettent d'entraîner des réseaux bien plus profonds qu'auparavant. Le point de bascule a donc lieu en 2012. Le réseau de neurones AlexNet, développé par l'équipe de Geoffrey Hinton, remporte de très loin la compétition ImageNet, en mettant un résultat du simple au double avec les concurrents. Le deep learning sort de l'ombre et devient le moteur de la nouvelle révolution de l'IA. Ça apprend tout seul, on n'a même plus besoin de feature engineering. Finalement, est-ce que ça ne serait pas ça, vraiment, l'intelligence ? Et c'est à cette époque-là que j'ai commencé à m'intéresser à ce domaine. Cette fois-ci, j'en étais sûr, le terme d'IA était enfin fixe. C'était le deep learning. On a résolu des tonnes de problèmes, notamment en vision. Détecter des visages, restaurer des images de mauvaise qualité, détecter les objets dans une image, etc., etc. Mais aujourd'hui, on appelle ça détection, filtre ou simplement recherche dans Google Photos. Mais pas de l'intelligence artificielle. Personne n'utilise ces filtres Instagram en appelant ça de l'IA, et pourtant c'est du deep learning. Alors certains disaient que l'IA ce serait quand on serait capable de battre l'humain au Go.
Un jeu mathématiquement bien plus vaste que les échecs, puisque Kasparov s'était déjà fait battre dans les années 90 par la machine aux échecs. Ça a été fait en 2016, et si le sujet vous intéresse et que vous êtes anglophone, DeepMind a un super reportage qui est dispo sur YouTube. Pour les aspects techniques, j'ai aussi une conférence sur le reinforcement learning sur ma chaîne. Bon, finalement, ça non plus, visiblement, ça n'est pas de l'IA, visiblement, c'est juste de la stat et de la recherche sur des jeux. Il semblerait donc que le deep learning, pour le moment, ça ne soit pas de l'IA. L'IA, on nous le dit, c'est quand ça passera vraiment le test de Turing, quand ça saura parler comme un humain, c'est sûr. Certains tentent de passer la frontière mythique avec des systèmes proprement ridicules. Il y avait l'histoire d'un chatbot russe, Eugene Gustman, qui a défrayé la chronique, bien que ça ait été développé en 2001, et qu'on présente comme un gamin ukrainien de 13 ans. Si vous le trouvez idiot et qui parle mal, c'est pour ça. C'est parce qu'il a 13 ans et que l'anglais n'est pas sa langue natale. La belle histoire. Et puis, le 30 novembre 2022 sort la révolution ChatGPT, une technologie basée sur les Large Language Models ou LLM. Leur architecture sous-jacente, le transformer, a été introduite en 2017 dans l'algorithme Attention is all you need qui a tout changé. Son mécanisme d'auto-attention permet au modèle de peser l'importance de chaque mot dans un texte par rapport à tous les autres, capturant le contexte de manière bien plus efficace que les approches séquentielles précédentes. J'ai une vidéo sur la self-attention d'ailleurs. ChatGPT est une gifle pour tout le monde. Ça parle, c'est naturel. Bon, ça raconte un peu n'importe quoi, alors l'intelligence, c'est quand ça dira des trucs intelligents. Et le passage à GPT-4, porté par toute la recherche environnante, rebat encore les cartes, et les LLM deviennent assez fiables, mais on nous le dit encore, ce n'est pas vraiment de l'intelligence artificielle. Des gens s'intéressent au fonctionnement de ces LLM. Et c'est sûr, ce n'est pas de l'IA, c'est juste des perroquets stochastiques, des perroquets de silice qui ne font qu'ingurgiter du texte pour en reproduire les probabilités sans rien y comprendre. Même Yann Lequin nous le dit. Ça ne comprend rien et ça ne réfléchit pas. Et peu importe que ces mêmes LLM aident aujourd'hui à la recherche en mathématiques, voire même découvrent des nouveaux théorèmes par eux-mêmes, comme l'a observé par exemple Sébastien Bebach. L'intelligence, c'est quand ça saura coder. Ok, ça sait coder des petits projets, qu'importe. C'est quand ça saura coder des gros projets. Et ça aussi, c'est en train de se reproduire. Alors, c'est quand ça saura faire de l'art. Mais maintenant, Midjourney le fait aussi. Bref, on nous le dit, ça n'est finalement toujours pas ça, l'intelligence. L'intelligence, c'est peut-être quand ça saura faire des actions dans le monde. Ce qu'on appelle le comportement agentique. Mais vous me voyez venir, dès que ça fonctionnera, ces LLM agentiques seront intégrés à nos logiciels et puis on n'en parlera plus comme de l'IA du tout et on repoussera encore la frontière. Alors, au terme de ce voyage, que reste-t-il du terme d'intelligence artificielle ? Moins une définition technique qu'un horizon, un mirage fascinant qui recule à mesure que nous avançons vers lui. Ça nous apprend aussi également beaucoup de choses sur l'ego humain. L'ego des chercheurs qui cherchent enfin à attraper l'intelligence humaine, qui prétendent l'avoir fait et qui appellent leur nouvelle découverte intelligence artificielle, puis l'ego du reste de l'humanité qui ne veut surtout pas qu'on capture en logiciel ce qui fait de nous des humains si uniques, et finalement repousse la frontière de ce qu'on appelle IA. Nous avons vu se dessiner le cycle de Gartner, presque une loi de l'histoire des technologies. D'abord, la magie, une nouvelle capacité de la machine nous semble stupéfiante, presque humaine. Un système qui diagnostique des maladies, un algorithme qui reconnaît un visage, un programme qui bat le champion du monde de Go ou un autre programme qui dialogue avec nous. Puis vient le baptême. Nous nommons cette magie intelligence artificielle tant qu'elle nous impressionne. C'est la nouvelle frontière, la preuve que nous sommes tellement intelligents que nous avons presque réussi à nous reproduire. Et puis, la démystification. En disséquant le mécanisme, la magie s'évanouit, la phobie d'avoir cette intelligence humaine réduite à un algorithme ou à une équation nous prend aux tripes et puis nous rationalisons. Finalement, ce n'est qu'un enchaînement de règles logiques, ce n'est qu'un calcul statistique sur des pixels, ce n'est que de la prédiction du mot suivant, et puis le mystère se résout en ingénierie. Et puis la banalisation.
La technologie, une fois comprise, est intégrée. Elle devient un solver, un filtre Instagram, un GPS, un chatbot. Elle quitte le panthéon de l'IA pour se rejoindre à la boîte des outils du logiciel. Elle devient visible et utilitaire. Et le cycle recommence. Chaque mort de l'IA n'est en fait que la naissance d'une nouvelle technologie. Le glissement sémantique est le moteur même du progrès. Il nous force à viser toujours plus loin, à chasser des propriétés toujours plus puissantes de l'intelligence humaine. Alors ce que nous appelons IA, finalement, c'est surtout la promesse de la prochaine vague, pas la description de la vague actuelle. Aujourd'hui, la frontière s'appelle comportement agentique, raisonnement multimodal, mais soyons lucides. Le jour où des agents autonomes géreront nos agendas et nos projets complexes de manière fiable, nous ne dirons plus une intelligence artificielle a réservé mon vol, mais simplement mon calendrier l'a fait, mon assistant l'a fait, ce site l'a fait. La boucle sera bouclée, une fois de plus. Alors je vous retourne la question. Quelle est selon vous la technologie que l'on qualifie aujourd'hui d'IA, mais qui, dans 5-10 ans, ne sera qu'un simple logiciel du quotidien? A l'inverse, combien de technologies utilisez-vous chaque jour qui sont nées de la recherche en IA? Est-ce que vous aussi, vous avez observé ce glissement? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je ne fais pas de la R&D en IA, mais en deep learning, parce que l'IA n'existe pas.